Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour faire une continuité par rapport à ce que nous avons fait la dernière fois, vous m'entendez, l'équipe? Oui, monsieur, on vous entend. Bien. Donc là, sur la partie organisation, donc et maintenant, bien sûr, dans une entreprise, on doit mettre en place une certaine organisation à travers ce qu'on appelle un organigramme. Donc un organigramme, bien sûr, c'est une présentation schématique de l'organisation au sein de l'entreprise. Cette schématisation, bien sûr, elle doit définir en quelque sorte les postes ou bien les structures clés ou les départements ou les directions clés dans une entreprise. Bien sûr, elle est chapeautée généralement par un directeur général, comme on en a parlé la dernière fois, assisté ou bien placé par un DGA ou un secrétaire général, ou là, ça dépend bien sûr de l'entreprise. Le directeur général, bien sûr, c'est le décideur. En fait, c'est le premier responsable sur l'entreprise. Et du coup, toute décision, en quelque sorte, stratégique au sein de l'entreprise, c'est lui le premier responsable. Ensuite, ce qu'on vous voyez là, c'est les différents départements, bien les différentes structures au sein de l'entreprise. Il y a la structure marketing. La dernière fois, on en a parlé sur cette partie. Marketing, en fait, le rôle principal de cette structure, c'est de faire ce qu'on appelle ou bien d'assurer le dialogue avec le consommateur. C'est-à-dire, c'est eux qui sont en contact direct avec le consommateur. Vous voyez peut-être des fois quand vous êtes dans des restaurants, par exemple, ou là, dans des centres commerciaux, ou là, dans des jardins, ou là, il y a des gens qui font ce qu'on appelle l'étude de marché ou l'étude consommateur. Cette étude consommateur, elle consiste bien sûr, c'est l'équipe marketing qui est responsable. Elle consiste à voir le feedback du consommateur ou bien le retour du consommateur envers notre produit. Ça veut dire, est-ce que d'ailleurs notre produit il est connu sur le marché, les caractéristiques, ça veut dire que ce soit par exemple, quand il s'agit d'un produit alimentaire, on parle par exemple des caractéristiques organoleptiques, on parle des caractéristiques physico-chimiques, on parle du goût, de l'odeur, etc. Donc Hadoma, généralement, c'est l'étude en quelque sorte consommateur. Elle consiste à faire un questionnement sur ce volet, la disponibilité éventuellement pour voir est-ce que notre produit est disponible ou pas sur le marché, la qualité de service aussi, puisque parfois on a tendance à oublier tout ça. Ça aussi, c'est très important, puisqu'on en parle beaucoup de la qualité produit, mais derrière la qualité de service, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire, si on a un très bon produit, mais derrière, nos livreurs ou bien nos vendeurs ou bien les personnes qui sont en charge de la livraison, ce pas des personnes qui prennent en charge correctement le besoin du consommateur. Et du coup, ça peut avoir des effets négatifs ou bien un impact négatif sur notre produit. Donc là, c'est en premier lieu. Après, bien sûr, l'équipe marketing, ses études ou bien ses sondages, par exemple, les questionnements et tout. Euh, donc tout ça, ça fait partie, bien sûr, des retours marché. Et bien sûr, c'est eux qui assurent en quelque sorte l'effet vulgarisation du produit. Ça veut dire tout ce qui est, par exemple, campagne publicitaire, tout ce qui est, par exemple, tombola, les chauffants, par exemple, sur des produits. Donc, tout ça, c'est l'équipe marketing qui prend en charge. Et derrière, bien sûr, ça, c'est des actions suite au retour du marché. Ça veut dire, quand ils auront le retour, ils ont constaté, par exemple, notre produit n'est pas connu sur le marché. Donc là, c'est l'occasion de faire en quelque sorte, de la publicité à travers les flip charts, les flyers, par exemple, dans des centres commerciaux, les tambours, des remises, par exemple, d'une façon, ce qu'on appelle du trade marketing. Trade marketing, c'est des actions pour inciter le consommateur à prendre notre produit. Par exemple, dans des magasins, vous allez trouver, par exemple, des frigos, vous allez trouver de l'habillage, par exemple, donc les tentes à l'extérieur et tout, c'est des marques de produits. Donc, Hadoma, c'est en quelque sorte, c'est l'équipe marketing qui prend en charge. Ça veut dire, c'est des actions, ce qu'on appelle trade marketing. Donc, Hadoma, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la vulgarisation bien pour rendre notre produit plus en fait disponible en quelque sorte sur le marché et plus connu sur le marché. Donc ça, c'est un volet.
en même temps, sur tout ce qui est développement du produit, ça veut dire la structure qui vient par la suite, la structure R&D. Donc, c'est eux, en quelque sorte, ils vont prendre en considération lors du développement produit, ça veut dire là où généralement l'équipe R&D sont dans leur laboratoire, et derrière, bien sûr, pour développer ces produits, il faut toujours prendre la tâche avec l'équipe marketing. C'est ce qu'on appelle le brief, généralement. Le brief. Ce qu'on appelle généralement la demande de brief. Demande de brief, c'est quoi? Demande. Hein. Demande, ça veut dire, Huma, qu'est-ce qu'ils vont faire l'équipe marketing? Ils vont récolter toutes les informations suite au sondage ou bien suite au, comme on a tout à l'heure, aux études qui ont été réalisées. Derrière, ils vont les transmettre à l'équipe R&D ou la recherche et développement pour voir réellement qu'est-ce qu'on pourra faire par rapport à notre produit. Peut-être il y a des produits qui ne sont pas disponibles chez nous, peut-être il y a des concurrents qui sont en train de les faire. Donc là, on doit développer peut-être des produits pareils. Ça veut dire, puisqu'on a constaté que le consommateur, il apprécie beaucoup avec le produit et du coup, ça veut dire qu'on doit faire la même chose. Voire aussi développer ou améliorer la qualité de nos produits nous-mêmes. Ça veut dire, imaginons les consommateurs, ils ont relevé que nos produits, si on parle, comme on a tout à l'heure, c'est, je dirais, par exemple, quand on parle des produits, par exemple, de l'électroménager, d'un téléviseur, par exemple, quand vous allez acheter un téléviseur, vous allez, éventuellement, il y a une panoplie de marques et derrière, comment vous allez faire le choix? C'est à base de quoi que vous allez faire le choix? Je vous pose des questions. Ça veut dire, si demain, vous allez acheter un téléviseur, qu'est-ce que vous allez faire? Qualité, prix. Tout à fait. Ça veut dire il y a ce qu'on appelle le rapport qualité-prix. C'est-à-dire quoi qualité-prix l'équipe? Est-ce que la qualité du produit vaut son prix? Tout à fait, exactement. Ça veut dire là, qu'est-ce que vous allez faire réellement pour voir est-ce que la qualité ou le prix est vraiment, qui m'appelle que quand même, il mérite en quelque sorte en termes de qualité. On doit le tester normalement. Hein? On doit le tester le produit. Vous allez le tester, oui. Vous êtes tanné? Faire la comparaison entre plusieurs Très produits. bien. Ah, parfait. Vous allez faire en quelque sorte, c'est la comparaison entre les différents produits. Donc, imagine, vous allez acheter de l'électroménager. Donc, quand vous allez acheter ce produit, qu'est-ce que vous allez faire? Éventuellement, bien sûr, vous allez, كما نقولوا هنا وين تروح تشري l'électroménager؟ تروح لحميز, par exemple. Hein, Oussama? Oussama Bayou. Monsieur, tout dépend le prix de la matière première. Oui, ça c'est un pas. Mais moi, en tant que consommateur, ça veut dire, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, quand je vais aller acheter, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Moi, je n'ai pas ces éléments, ça veut dire la matière première. Peut-être même, je ne connais même pas. Vous allez acheter, par exemple, ma belle chaîne, comme un téléviseur ou un PC portable, par exemple. Si vous allez acheter un PC portable, vous n'êtes pas en quelque sorte des connaisseurs. Ça veut dire, des fois, il y a toujours des nouvelles technologies, les kharjou et tout, donc à un certain moment, on n'est pas à jour. Mais quand on va y aller acheter, ça veut dire qu'on va visiter en quelque sorte plusieurs magasins. Et quand on va visiter les plusieurs magasins, bien sûr, on va voir les différentes marques avec les différents produits. Et parfois, ça vous arrive, j'imagine, quand vous allez acheter quelque chose, même vous allez acheter un PC portable, tu auras le même PC, par exemple, dans un magasin, il fait par exemple 60 000 dinars, تروح لواحد اخر تلقاها 80 000 دينار ولا لا. Allô? Oui. Donc, en quelque sorte, ça veut dire, quand on va faire l'étude de marché, imaginons, on est en train, le magasin نبيعه à 80 000 dinars. Il y a un concurrent qui le vend à 60 000 dinars. Donc là, il faut voir qui fait un نبيعه à 80 000, il y a un concurrent qui fait la vente à 60 000. Donc là, il faut se poser la question pour voir, est-ce que réellement,
c'est la même qualité? Est-ce que c'est pas de la contrefaçon? Ça veut dire même un ardois, quand tu auras le consommateur qui vient acheter le produit, ça veut dire j'aurai les arguments. Ça veut dire j'ai les éléments nécessaires en tant que commercial pour lui dire, voilà, écoute, le produit que vous avez constaté à 60 000 dinars, oui, effectivement, c'est la même marque, c'est les mêmes caractéristiques, mais derrière, quand vous allez voir l'origine, c'est pas le même l'origine l'origine ou bien le pays constructeur. Ça veut dire, par exemple, le produit اللي عندي جاي من l'Angleterre, par exemple, le produit اللي عند le conquérant, تلقاه جاي من la Chine. Donc, هذوما, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle les copies conformes. Donc, هذوما les copies conformes, ça veut dire, même vous allez avoir le même produit visuellement, mais derrière, en termes de qualité à l'intérieur, c'est pas la même. Donc, c'est pour ça, ça veut dire, en tant que marketing, je dois, en quelque sorte, être au courant de tout ce qui se passe sur ce qu'on appelle l'évolution du marché. Donc là, cette évolution du marché, et bien sûr, tout en prenant en considération les exigences clients ou la consommateur. Ça veut dire que maintenant, je vais aller acheter un téléviseur, comme tu vois, les marques, les caractéristiques, faire l'Android, faire le Smart TV, alors que moi, je vais acheter le modèle pour acheter LCD, l'essentiel un téléviseur. Et derrière, ça veut dire, parce que déjà dans le cas le téléviseur, te connecter bien, je ne sais pas moi, même pour parfois des chaînes télé, des systèmes de connexion et tout. Donc, tout ça, c'est l'évolution technologique. Donc là, en tant que, bien sûr, marketeur, je dois, bien sûr, rester tout le temps en connexion avec l'évolution du marché et voir, bien sûr, comment on va assurer que notre technologie, elle ne sera pas dépassée. Je vous ai en parlé la dernière fois, je pense pas que normalement, c'était sur l'histoire de Nokia. Je t'ai dit comment le téléphone Nokia. Hein? Oula, là. Je peux comme ça, comment la قضينا واحد. Oui, monsieur. Hein? Bonjour, oui. Tu l'as déjà raconté sur Nokia. Tout à fait. Chose de comme c'est que qu'est-ce qu'on en a parlé sur Nokia? C'était parmi les téléphones les plus vendus après le Windows. Je crois qu'il y a un étudiant qui a voulu lui proposer de changer de Windows, un truc comme ça. Ok. Après, il n'a pas accepté. Tout à fait, exactement. C'est ça. Tout à fait, ils n'ont pas accepté. Et derrière, il s'est réorienté vers Samsung à l'époque. Bah, bien sûr, même Apple et tout. Et derrière, après, tu vois, c'est passé ce qu'on appelle, ils étaient dépassés par la technologie. Exactement. Donc, et du coup, on déclaré faillite. Ça veut dire, là, en tant que marketeur, tu dois bien sûr prendre en considération tous ces aspects lors du développement de ce produit. La R&D qui m'a connu, bien sûr, l'étude de brief HDA, c'est la structure qui est responsable sur le développement de nos produits, qui m'a tu vois l'électroménager ou l'informatique ou même vous voyez par exemple même le meuble, l'habillement, comme tu vois des fois la tendance par exemple des produits sur le marché. Donc cette tendance en tant que producteur, je dois suivre la tendance et bien sûr le besoin du consommateur. Par la suite, en fait, les prototypes ou les produits que nous avons développés, on doit bien sûr les présenter à la direction générale, bien sûr, et marketing pour voir est-ce que le produit répond réellement aux besoins du consommateur, voire même parfois faire ce qu'on appelle des études consommateurs. Ça veut dire que le produit, on pourra même le proposer au consommateur, surtout quand il s'agit d'un produit alimentaire. Il y a comme par exemple ce qu'on appelle les tests de dégustation. Test de dégustation, par exemple, ça fait partie de ce qu'on appelle de l'analyse sensorielle. Par exemple, pour tout ce qui est produits alimentaires, en tant que biologiste, par exemple, vous allez aller faire, ça veut dire si demain vous allez travailler dans un laboratoire ou bien dans une entreprise qui a un laboratoire, par exemple, un produit alimentaire ou la pharmaceutique, ou là, il faut même parfois des analyses sensorielles
pour voir est-ce que le consommateur, bien sûr, ça fait partie, oui, du contrôle qualité. Mais par contre, généralement, dans des grandes entreprises, il y a une différence. Hein. Le contrôle qualité, c'est le contrôle qualité opérationnel. Ça veut dire que c'est eux qui assurent le contrôle du produit. Donc, on chauffe d'ailleurs la structure QHSE. La structure R&D, c'est eux les responsables sur les développements produits. Ils sont là pour développer de nouveaux produits en quelque sorte. Généralement, ils sont en contact avec le marketing pour, bien sûr, voir comment ils vont assurer les produits demandés par la structure marketing. Par la suite, si tout va bien, bien sûr, il y a tout le temps des réajustements. Ça veut dire, par exemple, ils ont développé un produit. Après l'étude, le consommateur va te dire que le produit il est moins visqueux. Ou là, par exemple, il va te dire que elle est, par exemple, trop sucrée. Ou là, donc, quand on parle d'un produit alimentaire, ou là, par exemple, quand on parle d'autres produits, il est très lourd. Ou là, le design ou là, la maquette n'est pas attirante. Ou là, donc, c'est les différents retours du marché. Ensuite, bien sûr, la structure R&D, ils vont travailler sur le réajustement de ces données et derrière, ils vont les transmettre ce qu'on appelle à la structure supply chain. Supply chain, c'est une structure, bien sûr, une direction qui est composée de deux structures. Et la structure achat et approvisionnement, il y a une autre structure, ce qu'on appelle stock et logistique. Achat et approvisionnement, c'est achat et approvisionnement. Et d'une autre structure, ce qu'on appelle stock et logistique. Alors, la première structure, c'est la structure qui est responsable sur l'achat, en quelque sorte, des composants, ou ce qu'on appelle des matières premières qui m'appellent beaucoup de France. Donc, les matières premières, ça veut dire, là aussi, il y a des critères d'achat de matières premières. Ça veut dire, on ne va pas y acheter Hagdapark, mais derrière, la structure achat, ils ont plusieurs paramètres à prendre en considération lors du lancement de l'achat. Derrière, il y a ce qu'on appelle, ils font toujours ce qu'on appelle un TCO. On a parlé de ou non? Je pense pas qu'on en a parlé. On a parlé sur un TCO? Non, monsieur. Comparatif des offres. Le tableau comparatif des offres, qu'est-ce qu'ils vont faire? La structure achat, ils vont récolter ou ils vont ramener des offres. Bien sûr, de différents fournisseurs. Et derrière, ça veut dire qu'ils ne vont pas faire le choix. Derrière, ils vont te ramener la matière première pour le cas non. Ils vont faire, bien sûr, ils vont suivre en quelque sorte plusieurs critères. Les critères par exemple, suivre, par exemple, la qualité produit, la qualité de matière première, MP, qualité de matière première, le coût, ou le prix, par exemple, ce qu'on appelle les délais de livraison, aussi ce qu'on appelle les délais de paiement. Bon, il y a quelques critères. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Ça veut dire, bien sûr, ça diffère d'une entreprise à une autre. Donc, par exemple, les paramètres ou les éléments, les tableaux comparatifs des offres. Ça veut dire, là, on aura à ramener plusieurs offres pour la structure R&D. Et derrière, ça veut dire, les différentes structures, ils vont statuer sur le choix du fournisseur. Ça veut dire quel est le fournisseur qu'on va adopter ou qu'on va valider. Et derrière, il y a plusieurs critères. Ça veut dire une qualité de matière première, elle est bonne, mais le prix il est très cher. Ça veut dire on ne va pas acheter Menando. Ou là, peut-être quelqu'un d'autre. Il a la matière. Le prix il est attirant, il est attractif. Ça veut dire il est intéressant. Et derrière, la livraison, dans 2 mois. Ça veut dire pour te livrer à 2 produits. Donc là, c'est beaucoup. Et du coup, on doit vraiment assurer que le délai de livraison, il est bien défini. Délai de paiement aussi. Ça veut dire, il y a par exemple des entreprises qui te demandent de payer en cash. Ça veut dire être sur place. Ou là, quelqu'un d'autre, il va te faire un crédit.
واحد يقول لك عندك un mois de délai, l'autre يقول لك عندك 2 mois. Ça veut dire que tout ça, c'est bien sûr des critères de choix de fournisseur. Après, bien sûr, quand on a choisi, on a validé le fournisseur et la matière, on en a ramené et tout, c'est bon. On va bien sûr transférer tout ça à la production. La production, bien sûr, qui sont responsables sur la réalisation du produit. Généralement, avant de lancer une production qui est importante, on fait toujours ce qu'on appelle un test industriel. Un test industriel, c'est quoi, à votre avis? C'est quoi un test industriel? Probablement, c'est de voir si notre produit est réalisable à l'échelle industrielle. Très bien, exactement. Ça veut dire on a fait à l'échelle laboratoire, mais ça ne veut pas dire directement, allez, c'est bon, on va le lancer à l'échelle industrielle. Imaginons qu'on nous fait des problèmes. On a une entreprise d'électroménager, on a développé un nouveau téléviseur, l'échelle laboratoire, oui, mais à l'échelle industrielle, il faut voir, est-ce que réellement, on aura tous ces éléments? On aura le même produit que nous avons développé à l'échelle laboratoire. Donc, tout ça, exactement, se voir la réalisation à grande échelle, si elle est possible. Bien sûr, après, c'est pas prototype. C'est bon, le prototype, on en a parlé. C'est bon, le test au niveau du laboratoire. Là, on est sur l'échelle industrielle. Ça veut dire une quantité importante. Donc là, pour voir réellement est-ce qu'on est capable de le faire, ça veut dire qu'on n'a pas de problème sur nos équipements, sur nos machines, tout va bien. Et derrière, ça veut dire si le produit est conforme, bien sûr, tout en appuyant sur la structure qui m'a dit tout à l'heure, sur la structure contrôle qualité. Ça veut dire que c'est eux qui sont responsables sur la qualité de nos produits. Après, bien sûr, c'est la structure ADS, ce qu'on appelle la structure QHSE. QHSE, ça veut dire c'est qualité, hygiène, mécanisme healthy, hein? Ça veut dire en anglais mécanisme health, hygiène. La santé en quelque sorte, sécurité et environnement. Après, si c'est bon, là, donc il y a la structure qualité, contrôle qualité qui ont vérifié le produit, ils ont constaté que le produit est conforme, c'est bon, ils vont le transmettre bien sûr à la structure commerciale. Donc la structure commerciale qui a pour, bien sûr, l'objectif TAHAM, c'est quoi? La commerciale? Quel est l'objectif de la structure commerciale? C'est de commercialiser le produit. Tout à fait, c'est de commercialiser le produit, c'est de vendre le produit. C'est l'objectif principal. Ça veut dire, au moins, ils sont là pour assurer ce qu'on appelle la disponibilité produit et la commercialisation. Ça veut dire, c'est eux les responsables sur la disponibilité produit dans le marché, sur le marché, et la commercialisation, bien sûr, la vente du produit. Donc là, c'est eux qui sont responsables sur on appelle c'est eux les responsables sur le chiffre d'affaires. Vous voyez le chat, l'équipe? Oui. Donc là, le chiffre d'affaires, bien sûr, c'est les rentrées d'argent, en quelque sorte, résultat de la vente de nos produits. Après, il y a la structure QHSE, qui maintenant, c'est la structure qui assure tout ce qui est qualité produit et bien sûr
tout ce qui est contrôle qualité qui maintenant, bien sûr, dès la réception de matières premières jusqu'à l'expédition du produit fini, généralement, elle est décomposée, la structure contrôle qualité dans les entreprises, elle est décomposée en 3 structures ou là sous-structures. Ça dépend bien sûr de l'organisation au sein de l'entreprise. Généralement, il y a ce qu'on appelle le contrôle qualité à la réception. Contrôle qualité à la réception. وش معناتها هذه؟ Hein? C'est quoi le contrôle qualité à la réception? C'est par rapport à la matière première, non? Tout à fait, exactement. Donc là, c'est le contrôle des intrants, ce qu'on appelle des matières premières. Ça veut dire les matières premières qu'on achète, on doit assurer une sorte, ce qu'on appelle des douaniers. Ça veut dire, on va assurer la qualité de produit, c'est la douane en quelque sorte. On va assurer les matières que nous avons achetées, c'est des bonnes matières premières. Imaginons, on a acheté des matières, malheureusement, il y a des non-conformités en quelque sorte sur nos matières premières. Et ensuite, quand on va aller produire, on va constater que en fin de compte, les matières ne sont pas des matières de qualité. Donc là, c'est très important de prendre en considération cet aspect. Donc là, il y a le contrôle qualité à la réception. Après, il y a ce qu'on appelle le contrôle qualité du process. Le contrôle qualité in process ou le contrôle qualité en ligne, ça veut dire, là, c'est le contrôle en pleine production. Ça veut dire on est en pleine production, on est là, on est en train de préparer notre produit, les différents contrôles qu'on est en train de faire ou là de vérifier en pleine production. Ça veut dire que l'entrée des matières premières, par la suite les différents, par exemple, quand on est dans le pharmaceutique ou l'agroalimentaire ou là, ce qu'on appelle les caractéristiques physico-chimiques, des produits, ce qu'on appelle les produits semi-finis. Je m'attends à semi-fini, ça veut dire en pleine production. Ça veut dire le produit fini, ou là, la production finale. Et du coup, les différents contrôles, c'est ce qu'on appelle le contrôle qualité et process. Après, la dernière structure, c'est le contrôle qualité produit fini. Ça veut dire, c'est à la sortie des lignes de production. Ça veut dire que là, si on est par exemple dans un magasin de stockage ou là, on est dans un frigo, là, on va prendre des échantillons de produits finis et voir, bien sûr, on va faire des tests. Tout à fait exactement, c'est avant la commercialisation pour voir est-ce que nos produits, ils répondent aux exigences ou bien à la fiche technique peut-être que nous avons validée en cas d'écart ou là en cas de non-conformité. Donc là, on doit la signaler et voir réellement pourquoi on a eu cette non-conformité. Après, il y a la partie HSE. La partie HSE, c'est beaucoup plus que maintenant, c'est l'aspect hygiène, c'est l'aspect sécurité, puisque quand même, les employés doivent travailler dans des conditions d'hygiène ou de sécurité, voire même d'environnement adéquat. Ça veut dire, s'il lui faut par exemple des moyens, ce qu'on appelle les EPI, par exemple, les équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI. EPI, c'est équipement de protection individuelle. Donc, Hadoma ou la EPC. EPC. La même chose, ou je dois collectif. Collectif. Donc, Hadoma, les EPI ou les EPC Hadoma, donc c'est bien sûr, c'est les moyens qu'on utilise pour assurer la sécurité des employés. Imaginons par exemple, nous travaillons dans une usine, par exemple, de pharmaceutique ou l'agroalimentaire. Là, par exemple, ou même dans différents domaines de production de véhicules ou les 2 pièces de rechange ou peu importe, ça veut dire, il y a ce qu'on appelle les tenues de travail. La tenue de travail doit être adaptée, bien sûr, à la nature de notre production. Ça veut dire, imaginons, on est dans le pharmaceutique, les EPI techniques, qu'on est propre, en termes d'hygiène, qu'on est très propre et tout. Et derrière aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les chaussures de sécurité.
Ça veut dire les par exemple, oui, des endroits, par exemple, oui, le produit est en bon état, les bonnes pratiques de laboratoire, oui, tout à fait, exactement. Au niveau de laboratoire, tu as par exemple un nombre de gants, je traite directement BD, puisqu'il y a parfois des produits chimiques qui sont dangereux, par exemple, pour la santé. Ça veut dire que ce soit, par exemple, en termes de pays, hein, comme par exemple des gants, par exemple, ou la tenue TAC qui sera adaptée. Et derrière, il y a aussi même, par exemple, ce qu'on appelle les EPC, comme des masques à fil, des masques qu'on appelle les masques à cartouches. C'est-à-dire que les masques qui font les cartouches à dos, ça veut dire pour éviter l'émanation des gaz toxiques des réactions chimiques. Donc tout ça, bien sûr, c'est la structure QHSE qui assure que les consignes ou bien des bonnes pratiques sont respectées. La communication SI, généralement, c'est des systèmes d'information. Donc, à Hadoma, c'est eux qui assurent la communication ou bien le partage d'informations entre les différents services. Dans les entreprises, généralement, on a ce qu'on appelle des ERP. Des ERP Hadoma, ou des logiciels, ça veut dire Hadoma, pour assurer la communication entre les différents services à l'instant T. Ça veut dire, par exemple, je veux savoir la quantité du produit, par exemple, au niveau des stocks, notre logiciel هذاك نلقى. Ça veut dire, ماشي راح نعيط la personne, نحوس عليها ولا ما كانش ولا بالك تحتاجي ولا. Donc, dans ce cas, on doit bien sûr juste rentrer dans la plateforme ou dans le logiciel avec ce qu'on appelle l'intranet généralement. Derrière, à ce moment-là, on va trouver toutes les informations nécessaires, quantité du stock, le chiffre d'affaires à date, l'effectif, l'organisation. Ça veut dire toutes les informations utiles qu'on doit récupérer, on doit la trouver sur cette ERP. La structure RH, bien sûr, c'est les ressources humaines. Donc, la structure ressources humaines, c'est eux qui veillent sur, bien sûr, les bonnes conditions de travail, à savoir, par exemple, la gestion de la paie, on va assurer la paie gestion des congés, c'est eux qui assurent la gestion des congés des employés, gestion de l'assurance, ça veut dire tout ce qui est déclaration, par exemple, à la CNAS ou la CASNOS ou la déclaration vers l'assurance, c'est la structure ressources humaines. Ce qu'on appelle la médecine de travail, ça veut dire pour s'assurer que le personnel il doit réaliser ce qu'on appelle des visites médicales périodiques. Gestion de carrière, ça veut dire tout ce qui est par exemple promotion au sein de l'entreprise, tout ce qui est par exemple changement de poste et tout. Donc là, c'est la structure ressources humaines, définir les responsabilités ou bien sûr les tâches de chacun de nous. Et en même temps, un homme, ce qu'on appelle les recrutements et à la fin, un homme, ce qui est formation, ça veut dire la gestion des formations au sein de l'entreprise, tout ça, ça fait partie des tâches de la structure ressources humaines. Ça veut dire, bien sûr, l'entreprise elle doit assurer la formation continue de ses employés, qui comme tu vois, qui manquent l'évolution des technologies. À chaque fois, il y a de la nouveauté. Donc, du coup, on doit s'adapter, bien sûr, à ces nouvelles technologies. Et à la fin, dans la structure DFC, donc la DFC, c'est la direction financière et comptabilité. C'est eux, bien sûr, qui assurent tout ce qui est équilibre financier au sein de l'entreprise, ça veut dire les rentrées d'argent et les sorties, ça veut dire qu'ils assurent ce qu'on appelle le bilan financier de l'entreprise et en même temps, ils assurent la comptabilité, ça veut dire c'est eux qui assurent les sorties, les entrées, le chiffre d'affaires par exemple à date, les dettes par exemple, les créances, donc tout ça, c'est la structure DFC qui assure tout à fait, c'est la comptabilité, ou qui est la structure finance, ça veut dire c'est eux qui sont en contact avec les banques, le paiement des fournisseurs par exemple, et tout. Donc tout ça, c'est la structure finance. Après, il y a ce qu'on appelle la cartographie des processus. Donc, les processus ou les directions, les chemins là, tout ça, on va en quelque sorte le voir sur la diapo. Donc, ce que vous voyez là, donc, en plein écran.
Donc là, ce que vous voyez là, c'est les exigences des parties intéressées, ou là, qui m'appellent, c'est les consommateurs, ou là, les clients, ou là, les opérateurs, ça veut dire les données d'entrée, ce qu'on appelle les inputs. Ça peut être, par exemple, c'est la réglementation, les normes, les inputs spécifiques et technologiques, l'information et communication, les études ou les enquêtes de satisfaction, les plaintes, les demandes. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des données d'entrée. Bien sûr, il y a les différentes structures. Des processus, ce qu'on appelle des processus de management. Généralement, on a par exemple le processus marketing, ma direction, processus management aussi. Dans le cas des entreprises, il y a une structure, ça veut dire management. C'est eux qui assurent la communication entre les différentes structures en interne. Et derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien sûr, les trois, ils vont déployer la vision et la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Mettre à disposition, bien sûr, des employés, les moyens de ressources, ça veut dire tout ce qu'il faut derrière. On va dire, non, je connais le processus ressources humaines, recherche et développement, qui va donner, qui m'appelle les données au processus supply chain ou l'achat et stock. On va par la suite, ils vont transmettre à la production. La production, ils vont transmettre au processus vente. Après, ce qu'on appelle les processus réalisation. Ça veut dire, ils vont définir la stratégie et les objectifs, le processus de management. Les processus de réalisation, ils vont réaliser le produit. Ça veut dire qu'ils vont le produire et ils vont vendre le produit. Après, il y a ce qu'on appelle les processus support. Ça veut dire c'est ce qui assure le bon fonctionnement au sein de l'entreprise qui maintenant, il y a le processus ressources humaines, processus communication et QHSE, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, et le processus finance et des données d'entrée, les études, les enquêtes de satisfaction, et attendant, bien sûr, les données, ce qu'on appelle les données de sortie. Ça veut dire les données de sortie, ça veut dire est-ce que le consommateur ou bien le client, il est satisfait. Ça veut dire, on cherche, c'est les exigences des parties intéressées, ou c'est la satisfaction, puisque ce qui nous intéresse, c'est de satisfaire nos consommateurs ou bien nos clients. Et derrière, ça veut dire on doit travailler, bien sûr, dessus pour satisfaire les consommateurs ou là, les clients. C'est clair, l'équipe? C'est clair? Oui, monsieur. Des questions? Il n'y a pas de questions? Donc après, bien sûr, c'est l'organisation type. Après, bien sûr, elle diffère d'une entreprise à une autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une science exacte en quelque sorte par rapport à tout ça. Ça diffère d'une entreprise à une autre. Et derrière, bien sûr, on doit toujours, bien sûr, prendre en considération cet aspect. Mais l'essentiel, ça veut dire l'organisation, elle est assurée de cette manière. OK. Alors, on va continuer bien sûr sur la classification qui est maintenant la dernière fois, les critères de classification des entreprises. Bien sûr, qui maintenant elles diffèrent bien sûr d'une classification à une autre. Il y a le premier aspect, les chiffres déjà, c'est les critères juridiques. Ça veut dire en fonction de la personne qui détient le capital et des objectifs retenus par l'entreprise. On distingue bien sûr deux types d'entreprises. Des entreprises qui sont des entreprises publiques, c'est-à-dire qui ont le public, ça veut dire c'est les entreprises qui appartiennent à qui, l'équipe? Au gouvernement. Tout à fait, qui appartient à l'État. Donc là, c'est les entreprises publiques. Donc leur capital est détenu totalement ou une partie par l'État ou ce qu'on appelle les collectivités publiques. Je connais un exemple d'une entreprise publique. Sur la traque? Sur la traque, oui, par exemple. Maftal, par exemple. Donc, je dirais par exemple l'Institut Pasteur Algérie. Donc, c'est
des entreprises publiques où le capital est détenu totalement, ça veut dire la totalité qui est détenue par l'État ou bien une partie. Ça veut dire ce qu'on appelle des actions. Donc là, c'est le caractère ce qu'on appelle les entreprises publiques. Les entreprises privées, ou bien on distingue les entreprises individuelles dans lesquelles un seul propriétaire assume tous les risques financiers. C'est le cas bien sûr des artisans ou des commerçants. Ça veut dire un petit commerçant, par exemple, c'est une entreprise privée. Ensuite, il y a des sociétés à plusieurs associés, assumant tous les risques. Ça veut dire qu'il y a une société de personnes ou partie seulement, qui m'a dit la dernière fois, c'est la société de capitaux, ce qu'on appelle les SAD. Il y a aussi ce qu'on appelle la classification par critères dimensionnels. Ça veut dire quoi, critères dimensionnels? Pour là, c'est les éléments, bien sûr, c'est un ensemble qui permet de distinguer les petites, ce qu'on appelle les PME. PME, c'est les petites, moyennes et grandes. PMGE, petites et moyennes entreprises. Pour lesquelles ils se montrent TPMG. TPMG, c'est les deux petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises qu'on va voir par la suite. Donc, là, bien sûr, la classification se fait par exemple, sur les critères dimensionnels. La première classification, c'est le chiffre d'affaires. Quand on parle de chiffre d'affaires, c'est mesure de la part du marché de l'entreprise. Ou je la classification par chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi à votre avis? On classifie les entreprises selon leur chiffre d'affaires, qui ont le plus grand chiffre. On dirait qu'il y a c'est qui en fait Abla? Hein? Oui. Les autres, mais elle m'a Alors, la classification qui m'a il y a la classification par chiffre d'affaires, ça veut dire que c'est par ordre décroissant, par exemple, ceux qui réalisent le chiffre d'affaires le plus important, mais à condition, généralement, ils connaissent dans le même secteur d'activité. D'accord? Ça veut dire, mais comparer, par exemple, le chiffre d'affaires de l'automobile, ou le chiffre d'affaires de pharmaceutique, ou l'agroalimentaire, ou l'aéronautique. Donc là, la classification par chiffre d'affaires, elle se fait pour des entreprises qui font le même produit ou là, dans le même secteur d'activité. Au moins, ils connaissent dans le même secteur. Ça veut dire qu'ils prennent l'agroalimentaire. Par chiffre d'affaires, je peux les classer. Je connais le premier, deuxième, plus qu'à c'est le chiffre d'affaires, ça veut dire les résultats. Ça veut dire des fois, par exemple, soit dans les sites, par exemple, de ces entreprises, ou là même la déclaration pour les impôts, tu auras la déclaration du chiffre d'affaires, et du coup, à ce moment-là, on pourra avoir la classification de ces entreprises par chiffre d'affaires. On peut avoir la classification aussi par la valeur ajoutée, ça veut dire la mesure de la richesse créée à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire aussi, il y a le contrôle vraiment n'est pas vraiment très utilisé cette partie. La classification par effectif, ça veut dire au chemin par effectif, par l'importance du facteur de production de travail. Ça veut dire l'effectif, c'est le nombre d'employés au sein de l'entreprise. Là, il y a cette classification de façon qu'on va voir par la suite. Par exemple, une petite entreprise, moins de 10 employés, de petites entreprises plutôt. On parle de petite entreprise, moins de 50. On parle de moyenne entreprise, je pense moins de 250. On parle au-delà de 250 employés, ça veut dire une grande entreprise. Ça veut dire quel type d'entreprise? Une moyenne entreprise, ou une petite entreprise, ou une toute petite entreprise, ou une grande entreprise. Généralement, même pour la classification des autorités publiques, donc généralement,
pour voir, par exemple, les subventions ou les facilitations. Non, donc, c'est bien sûr l'effectif d'ailleurs qu'on doit bien sûr prendre en considération. Les capitaux propres, donc, c'est mesure entre autres l'importance des fonds apportés par les propriétaires, généralement aussi par les capitaux propres. Où je mets un capitaux propres? C'est pas le capital de l'entreprise. Tout à fait, exactement. Capital, c'est. Quelle est la différence en fait entre le capital et le chiffre d'affaires? Parce qu'il y a des fois ceux qui confondent entre les deux. Hein? Il y a en quelque sorte la confusion. Hein? La différence, l'équipe, entre un chiffre d'affaires et un capital propre. ما كانش différence. Hein? هباج ولا بنكويدال ولا budget هذا الاخرى. Budget, c'est le budget annuel. Ça veut dire, moi, en tant que chef d'entreprise, je vais mettre un budget pour cette année. C'est très important hein, de faire la différence entre la terminologie alliée. Le capital d'entreprise. Monsieur, c'est pas que genre le capital, c'est le montant total de l'entreprise, alors que le chiffre d'affaires, c'est combien l'entreprise a pu gagner par Tout à an. fait, exactement. Les capitaux propres, c'est le mal شركة كما اسمه بالعربية. راس مالها. Ça veut dire شحال تسوى هذه l'entreprise. Ça veut dire demain, je veux acheter cette entreprise, je vais voir le capital تاعها. شحال le capital de cette entreprise. Ça veut dire راس مال هذه الشركة هذه patrimoine ce qu'on appelle physique et moral. Ça veut dire شحال هذا le coût en quelque sorte شحال تسقام لي هذه الشركة أنا راني حاب نشريها. Ça veut dire là, c'est ce qu'on appelle le capital d'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est le résultat de la vente. Ça veut dire, c'est ça le chiffre d'affaires. Le budget que Hebbed est en train d'en parler, c'est le budget annuel, par exemple, qui a été alloué, qui a été validé par la direction générale pour l'année prochaine. Ça veut dire, donc, quand on est au mois de novembre, fin décembre, on est en train de préparer les budgets pour l'année prochaine. Ça veut dire les dépenses de l'année prochaine, ils connaissent ce qu'on appelle budgétisé. Et ça, ce qu'on appelle le budget. C'est une mizania, comme c'est moi بالعربية. Donc, cette mizania, c'est le montant d'araham pour les dépenser en quelque sorte باش نصرفوا منهم l'année prochaine. OK, Hebbej? Très bien. Et à la fin, c'est ce qu'on appelle le résultat de l'entreprise. La classification, elle peut se faire par résultat. Ça veut dire traduire la rentabilité de l'entreprise. C'est quoi, à votre avis, c'est quoi le résultat d'entreprise? Généralement, en fait, le résultat d'entreprise, il se traduit, par exemple, par la rentabilité, ce qu'on appelle, par exemple, le taux de croissance. Par exemple, puisqu'à تقدر تشري une entreprise, تلقى الكابيتال تاعها صغير ولا الشيفر دافير تاعها صغير مي تلقى لو تو دو كرواسونس تاعها اللي امبورطون سي لو كا تاع لي ستارت اب كنت انت تروح تشري ياسير en 2017 كانت ما كان والو ياسير en 2017 mais donc en 2022 شوف وين لحقت elle a dépassé même les grandes entreprises ici en Algérie et du coup c'est le résultat de l'entreprise est très important de prendre en considération pour voir en quelque sorte l'évolution de cette entreprise sur le marché. Donc, Monsieur, oui. s'il vous plaît, quand vous avez parlé de taux de croissance, c'est selon quoi, par rapport à quoi, la croissance? Le taux de croissance, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Généralement, c'est le chiffre d'affaires TAC. Ah, d'accord, merci. Ça veut dire, imaginons, on a réalisé un chiffre d'affaires, par exemple, de 10 millions de dinars. 10 millions. On va dire 10 millions de DZD.
Imaginons, pour l'année prochaine, j'ai un objectif pour réaliser, par exemple, le taux de croissance pour l'année prochaine, ou même, ça veut dire par rapport, si je vais faire sur les 3 dernières années, imagine, chaque année, par exemple, un taux de croissance, par exemple, de 15%. Ça veut dire, pour l'année prochaine, si je vais continuer toujours sur cette tendance, quels sont les chiffres d'affaires pour l'année prochaine? J'ai un chiffre d'affaires de 10 millions de dinars. L'année prochaine, je projette, ou la projection qui chauffe le résultat des années précédentes, je peux réaliser une croissance de 15%. Donc, cette croissance de 15%, l'année prochaine, ça veut dire le chiffre d'affaires ou l'objectif sera de 25 à 30 millions. 15%, ou les 25. Il y a 10 millions. Il y a un taux de croissance de 15%. Ah, 35. 35. Sur 15%. Oui. 15% de quoi? 15% sur les 10 millions. هذا العام عندي 100 مليون. تبعوا معايا مليح. ولا مليار. 10 millions de dinars, c'est 1 milliard. 1 milliard, هذا العام عندي un chiffre d'affaires de 1 milliard. وكنشوف العوام اللي فاتوا نشوف شاك اني كنت ايماجين العام الاولاني باغ اكزومبل بديت ان 2017 كان عندي 2 مليون دينار ومن بعد طلعت بالك 3 مليون 5 ومن بعد طلعت 4 مليون 6 مليون 7 مليون 8 مليون هذا العام لحقت 10 مليون دو دينار لحقت 1 مليار l'année prochaine وكنشوف لا طوندونس تاع لي زاني ديرنيير هذوما لو تو دو كروسونس تاعي il est en moyenne de 15%. Ça veut dire chaque année راني نزيد ب 15% la moyenne. Ça veut dire يقدر يكون بليس يقدر يكون moins. Ça veut dire, l'année prochaine, je vais me projeter sur combien de chiffres d'affaires? Là, خلاص نسيتو كاع les maths. 150 millions normalement, monsieur. 15. Un taux de croissance de 15%. واش معناتها؟ راح نزيد 15% par rapport à l'année dernière. هاد العام 2022, le chiffre d'affaires تاعي il est de 10 millions de dinars, milliards. L'année prochaine, il sera de combien? Donc, si j'aurai une croissance de 15%. Oui, l'équipe, elle est juste comme moi là. 10 milliards. تبع معايا مليح. مليار هذا les 10 millions de dinars. 1 milliard هذايا. C'est le chiffre d'affaires تاعي تاع هذا العام. كملت l'année ب 10 millions de dinars. تما الشيفر دافير واش دخلت دراهم مليار. العام الجاي عندي 15% de plus par rapport à cette année. شحال راح يولي؟ ماذا قال؟ 15 millions. 15% تاع 10 millions, c'est quoi? يا اخي 15% مش chiffre d'affaires. 15% تاع 10, c'est quoi? ما نحبش معكم حتى تلقاوها. هم الاخرين راهم يستناو ضايع. 1,5. Très bien. وراي دهانية. خليتينا السمانة حنا نستناو. Désolée. Donc, pour l'année prochaine, شحال راح يولي chiffre d'affaires تاعي؟ 11 millions 5. 11 millions 5. Ça veut dire pour l'année prochaine, هاد العام j'étais à 10 millions de dinars, l'année prochaine je serai à 11 millions 5. Ok, c'est clair l'équipe? Ça veut dire راح نزيد 150 مليون par rapport à l'année dernière. Ok? Voilà, j'ai dit ça, monsieur. قلت لك 150 قلت لك 150 millions. واش معناتها 150 مليون؟ نحكوا دينار بيسك Oui, نحكي على الدينار. oui, انا قلت لك مليون دو دينار عندك شحال؟ اي 15 مليار. Non, c'est 150 millions de centimes, monsieur le dinar.
J'ai bien écrit 10 millions de dinars. Ça veut dire نهضروا بالدينار هنا هاوليك 10 millions de dinars. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Ok. Ah, voilà, ok. Ok l'équipe, voilà, donc on est arrivé à terme pour cette séance. Donc je vous remercie et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, monsieur.